On vous retrouve avec plaisir cet après-midi pour la REF Toulouse avec là encore un sujet majeur, entrepreneur des énergies. Viser l'efficacité énergétique pour consommer mieux et moins. Comment les entreprises du secteur ont-elles déjà amorcé leur transformation pour une activité plus vertueuse? Quelles solutions existent pour aider les entreprises à faire face à ces défis? Alors, pour y répondre, merci de réserver un bel accueil à Bruno Bergouin, président de l'UIMM Occitanie, Bertrand Chauvet, membre du board de France Hydrogène, Grégory Corbière, directeur général associé BMW Mini Pelleras Toulouse, Élodie Galco, directrice régionale du groupe Duval, et Olivier Roland, directeur EDF Sud-Ouest. Sous applaudissements, mesdames, messieurs. Venez me rejoindre. Où vous voulez. Asseyez-vous, il n'y a pas de plan de table, tout le monde est libre. Il n'y a pas de plan de table, mais ça va peut-être s'apparenter à ce genre de dîner de famille qu'on passe à Noël, où chacun a un peu ses opinions. On va vite voir si l'énergie est un sujet particulièrement consensuel ou pas. On va parler d'hydrogène tout de suite. Bertrand Chauvet, Bertrand. Ça tombe sur moi, c'est comme la foudre. Oh, pas de souci, bonjour. Bonjour à tous et puis merci de m'avoir invité. Je suis particulièrement ravi de venir ici parce que en fait, j'ai grandi pas loin de là. J'étais au collège à Verfeil, pas très loin, donc c'est une formidable opportunité pour moi de redécouvrir ce coin. Vous êtes où maintenant? À Montauban. Ah oui, donc ça va, on reste... Non, je reste en Occitanie. Très bien. Alors l'hydrogène, il y a beaucoup de fantasmes, ça va nous sauver, c'est vraiment le Graal, c'est génial, ça sert à tout. D'autres qui disent mais non, on est en train d'investir comme des malades alors qu'on n'est pas sûr du résultat. Vous dites, vous, l'hydrogène, c'est le couteau suisse de la décarbonation, de la transition énergétique. Pourquoi? Absolument. En fait, déjà, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que l'hydrogène, aujourd'hui, c'est une matière première qu'on utilise massivement. En France, c'est un peu plus de 900 000 tonnes par an. Il faut savoir que ça sert à désulfurer le pétrole, ça sert à produire des engrais, par exemple, des fertilisants, puisque pour faire de l'ammoniac, essentiellement, on a besoin d'hydrogène et un peu d'azote. C'est donc quelque chose, c'est une matière avec laquelle on vit depuis longtemps, sans le savoir, mais c'est déjà une matière qui est très carbonée, parce que le mode de production de l'hydrogène aujourd'hui, qui est employé dans ces industries, c'est un mode de production qui est fortement émetteur de CO2. Pour chaque kilo d'hydrogène qu'on a produit par ce qu'on appelle du reformage de gaz naturel, on a émis à peu près 10 kilos de CO2. Donc là, il y a déjà, rien que là, il y a un premier sujet à adresser. Si on arrive à décarboner ce secteur de l'industrie actuelle, c'est 3% environ de nos émissions nationales qui sont déjà évitées. Donc c'est déjà un sujet majeur en tant que tel. Et puis, on se rend compte aussi que l'hydrogène, c'est une molécule particulièrement intéressante parce qu'elle joue plein de rôles. Elle peut aussi être un vecteur énergétique. L'hydrogène, en densité énergétique, c'est 3 fois le pétrole. Voilà. Par contre, en termes de volume, il faut trouver des solutions pour compresser tout ça ou liquéfier. Donc ça, c'est très intéressant aussi, parce que si on le considère comme vecteur énergétique, ça va nous amener sur des sujets comme celui de la décarbonation des transports, par exemple. D'accord ? Et on va s'intéresser en priorité à des applications qui sont, comme on dit en anglais, hard to abate, c'est-à-dire vraiment des émissions sur les transports lourds, sur des véhicules lourds sur lesquels les solutions électriques batteries ne répondront pas aux besoins. Donc on va déjà commencer à se focaliser là-dessus. Et puis, il y a une nouvelle donne aussi, vous avez bien vu, et ça va être, je crois, l'essentiel du sujet aujourd'hui, c'est la crise dans laquelle on est, a amené le prix du gaz naturel en particulier à des sommets. Et là, il y a tout un tas d'acteurs qui commencent à se dire, si je prends taxe carbone, si je prends le prix du gaz, et si je regarde mon process, si je mettais un petit peu d'hydrogène, par exemple, dans de la chaleur industrielle, eh bien, je vais à la fois décarboner et en même temps mieux maîtriser mon énergie avec une énergie qu'on est potentiellement en capacité de produire sur le territoire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est quand même que, je ne sais pas si on m'entend, c'est quand même que jusqu'à présent c'était cher, qu'il a fallu qu'il y ait cette crise pour se dire on arrive à des niveaux tels que maintenant on peut envisager que ce soit rentable à exploiter. Oui, on peut envisager ça sur des applications qu'on n'avait pas envisagées jusqu'à maintenant. Il faut être clair là-dessus, c'est qu'on a pensé à décarboner l'industrie, on a pensé à décarboner les transports, mais là, il y a aussi un autre sujet qui émerge, qui est nouveau et qui fait que l'hydrogène prend encore plus d'importance. Et c'est quelque chose que l'Europe a reconnu. Il y a 2 ans, l'Europe a sorti un plan hydrogène de 40 milliards et 40 gigawatts d'électrolyse. Et
avec la crise ukrainienne, en mois de mars, la présidente de la Commission a lancé le programme Repower EU, dont vous avez sans doute entendu parler, en disant il n'y a qu'une manière de sortir de la dépendance à la Russie, c'est plus de renouvelables et plus d'hydrogène. Et ils ont doublé les objectifs. On est passé à 20 millions de tonnes d'hydrogène nécessaires en Europe pour atteindre les objectifs de décarbonation. Mais globalement, il y a quand même un changement. Alors, c'est un terme à la mode, mais il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que, comme le disait ce matin sur cette scène Geoffroy Roux de Bézieux, c'est fini l'énergie pas chère. Il faut qu'on s'habitue à ce que... C'est pas uniquement la crise ukrainienne. Ça a été un focus, c'était une mise en avant, mais les belles années sont derrière nous. Bon, clairement, les belles années sont derrière nous. Bon, mais déjà, il y a un levier sur lequel on peut tous jouer, ça s'appelle la sobriété. Alors, avant de parler de consommation d'énergie, parlons sobriété, c'est déjà un premier sujet à adresser. Et là c'est des actions concrètes sur lesquelles on peut agir très très vite. Il faut changer les comportements. Au-delà de ça, effectivement, il va falloir comprendre, dans l'ensemble des outils, du panel énergétique qui est à notre disposition, quelle est la solution la plus adaptée à tel ou tel segment. Et ça, c'est ça qui est très très difficile à appréhender, notamment pour les entreprises, parce qu'on est devant une espèce de chaos. Plusieurs solutions sont disponibles et on a du mal à comprendre quels sont les paramètres qui permettent de dire là, je vais utiliser l'hydrogène, là, je vais utiliser de la batterie, là, je vais utiliser des biofuels, là, je vais utiliser du biogaz, etc., etc. Et ce travail-là est très complexe, d'accord, parce que les modèles économiques ne sont pas en place. Les modèles économiques, il va falloir les monter, il va falloir les expérimenter et les modifier. Et là, c'est quand même, je dois l'avouer, la feuille de route n'est pas encore très claire. On va y revenir. Élodie, de votre côté, vous faites partie des bons élèves du côté de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de cette fameuse sobriété. La consommation énergétique des bâtiments neufs, évidemment, a fortement baissé. Pourquoi ? Alors, bonjour à tous d'abord, merci pour le compliment. Alors, est-ce qu'on fait partie des bons élèves ? Effectivement, on a été quand même beaucoup guidés, nous, par la réglementation dans notre secteur. Vous avez peut-être vu au départ comme une contrainte Ça a été vu comme une contrainte, enfin, c'est une contrainte, réglementation dit contrainte. En fait, on a été poussé par le gouvernement depuis plus de 50 ans et surtout depuis le premier choc pétrolier où il y a eu une prise de conscience qu'il fallait que le bâtiment consomme moins et donc on a réduit la consommation énergétique réglementaire des bâtiments et elle a été divisée par 6 en 50 ans. Donc oui, on est bons élèves de ce côté-là et on est d'ailleurs arrivé un peu au bout aujourd'hui de ce qu'on va pouvoir faire en termes de réduction des consommations énergétiques. Parce qu'on arrive à ce qu'on appelle maintenant les bâtiments à énergie positive. C'est ça, bâtiments passifs, bâtiments à énergie positive. Et là, quand on va parler d'énergie positive, on va aller au-delà de tout ce qu'on peut faire sur l'enveloppe du bâtiment pour le rendre performant. On va venir aussi y greffer des énergies renouvelables en utilisant les toitures notamment, avec des panneaux photovoltaïques. Mais on peut aussi, il y a des choses qui se font en matière d'éolien sur les toitures. Alors, ce n'est pas les grandes éoliennes qu'on peut voir fleurir dans les campagnes, c'est plutôt des modules beaucoup plus discrets pour venir effectivement couvrir les besoins du bâtiment, mais plus généralement venir faire un relais de production d'énergie. On parlera tout à l'heure de l'étape suivante. Olivier, vous êtes directeur EDF Sud-Ouest, je le rappelle. Oui. Alors, je dis bien malgré les apparences, je ne sais pas si Bruno me regarde, mais je vais faire comme ça. On est censé avoir une électricité peu chère. C'est bien ça ce qu'on s'est dit au téléphone. Oui, je confirme. Je confirme. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous avons un marché aujourd'hui sur lequel l'électricité est vendue tous les jours, qui a des prix excessivement importants, puisque ce matin, c'était 438 € le mégawattheure pour livraison 2023. Je rappelle qu'on était sur des prix aux alentours de 40 €, c'est à peu près 20 dernières années. Donc on est vraiment sur x10. Simplement le fait qu'on ait chez nous une production nucléaire, même si elle est insuffisante en ce moment, qui est assez conséquente, cette production nucléaire est vendue par EDF en totalité à 42 €. Donc c'est-à-dire que la production nucléaire, les 280 TWh qu'on va vendre cette année, sont vendus en totalité à 42 €, c'est-à-dire à 10% du prix. Et globalement, les entreprises, dans leur fourniture d'énergie, disposent
alors c'est évident, c'est une moyenne, hein, d'à peu près 50% de leur énergie qui est fournie à ce prix-là. Le reste étant fourni au prix de marché. Donc globalement, on a déjà dans notre système français un amortisseur du coût de l'énergie qui est bien supérieur à ce qu'on peut rencontrer, je ne parle pas des particuliers, hein, je parle des entreprises ou des collectivités, qui est bien supérieur à ce qu'on peut rencontrer un peu partout en Europe. Ça ne veut pas dire pour autant que l'énergie en France est abordable pour les entreprises et qu'on n'a qu'à se réjouir. On est à des prix aujourd'hui qui ont fait x2, x3, x4, x5. Et oui, on a une dichotomie parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent on n'y arrive pas, ça a augmenté dans une proportion dingue, ça met même en péril l'activité de l'entreprise. Tout à fait, c'est une réalité. Hein. Simplement, je dis que par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, et quand on voit le plan allemand à 200 milliards, dont 100 milliards à peu près sur l'énergie, ces 100 milliards, ils sont déjà injectés chez nous sur la part énergétique via ce mécanisme qui s'appelle l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Voilà pour l'acronyme, il est déjà intégré. Si on n'avait pas ça, on serait à des prix qui seraient encore plus élevés que ceux qu'on a aujourd'hui, qui sont déjà extrêmement élevés et qui posent des problèmes aux entreprises, c'est certain. Alors comme disait Geoffroy Roux de Bézieux ce matin, en 2 mois, on est tous devenus des experts. On entend parler du spot, du market design. C'est quoi le problème de ce market design où les prix sont alignés sur la dernière énergie utilisée? C'est un consensus européen et qui fait quand même que ça renchérit et qu'en plus on valorise le charbon. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques parce qu'il faut absolument... Non, mais on est tous devenus experts, donc vous pouvez y aller. Un tableau, un crayon et du temps. Le market design, la manière dont le marché fonctionne, le prix de l'électricité à la maille européenne est calé sur le prix du dernier moyen de production appelé pour faire l'équilibre entre l'offre et la demande. Ce système fonctionne depuis 20 ans, enfin plus, mais on va dire 20 ans avec l'ouverture des marchés. Et depuis 20 ans, il nous a garanti une énergie disponible, il n'y a pas de coupure en France, et une énergie pas chère. Le mégawattheure, c'était 26 € en 2016, et c'était globalement à peu près 40 € ces 20 dernières années. Donc ce mécanisme-là, il a fonctionné pendant 20 ans. Aujourd'hui, je vais dire conjoncturellement parlant, la crise Covid, avec le rebond des économies qui ont complètement pompé tout le gaz, la crise Covid 2, la crise ukrainienne, le problème qu'on a sur les centrales nucléaires qui pèsent à peu près pour 15% de l'augmentation du prix, fait qu'on a une situation extrêmement tendue qui amène à se reposer les questions. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des sujets conjoncturels, des mesures conjoncturelles pour pallier la hausse actuelle qui est extrêmement importante et pour permettre aux entreprises de passer la bosse avec des prix qui sont élevés. Mais il y a quelques questions qui sont posées quand même sur la partie structurelle du modèle qu'il faut interroger, mais ce n'est pas on garde ou on jette. Il y a une réinterrogation de certains aspects du modèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, quel est le prix d'une énergie décarbonée sur le coût du dernier moyen carboné appelé pour faire ce prix, ça peut paraître un peu baroque et ça questionne. Mais surtout, ce que ça questionne énormément depuis à peu près 1 an maintenant, c'est la volatilité et l'envolée extrême des prix. Le prix sur le marché de gros européen a atteint en mai dernier presque 1 200 € du mégawattheure, ce qui est... les cryptos font pas mieux, quoi. Voilà. Petit taquet au passage. Bruno, une fois qu'on a dit ça, les conséquences sur l'industrie de la hausse des prix de l'énergie, c'est, je ne sais pas quel terme employer, préoccupant, dramatique. Vous parliez qu'il faut franchir la bosse. Est-ce que c'est une bosse qu'on franchit, une montagne? On en est où là? Je vais démarrer avec un discours un peu plus pessimiste et puis je finirai avec un discours optimiste. Oui. Il est vrai que l'énergie n'était pas un sujet majeur dans les entreprises jusqu'à il y a 2 ans. Il faut refaire simple. Quand vous demandez au comité de direction, les analyses de risque des sociétés, grands groupes, ETI, un peu moins encore dans les TPE, quels sont vos principaux risques? C'était, en électricité, c'était une coupure d'électricité. Et je mets un moteur diesel pour alimenter mes commandes numériques et puis basta. Ça dure 2 jours au mieux, peut-être 3. Donc voilà. Donc c'était ça les risques. Là maintenant, on est dans un domaine où effectivement, depuis quelques mois, on est heurté par une énergie qui est en train effectivement de basculer certains modèles. Alors pas avec la même maille, avec la même intensité, suivant la nature des entreprises et suivant évidemment les contrats qu'ils ont. Ça je le reconnais, c'est pas systémique. Il y a encore beaucoup de cas par cas, mais on voit qu'il y a du décalage parce qu'il a été signé sur des plans tous les 3 ans. Oui. Et là effectivement, la première chose à dire et à rappeler, c'est quand même nos gouvernements au niveau, je dirais pas au niveau français. Je pense que l'État français a fait
ce qui pouvait, avec les aides, mais que j'appellerais quand même de pansement, parce que c'est quand même des aides à court terme, qui nous mettent quand même dans un dispositif où nous sommes en concurrence. L'industrie de la métallurgie, nous sommes sur le marché international. Nous sommes un des premiers exportateurs dans cette région Midi-Pyrénées. Et après, vous entendez que les Américains ou les Chinois ont des accès à l'énergie moins chers? Et d'autres. Ouais. Et nous sommes déjà avec des prix différents en Europe. Donc on a déjà de la compétition intra-européenne. Je pense à l'Espagne. Même s'il y a des tentatives d'homogénéisation par le biais des mécanismes. Non, je ne suis pas un ayatollah de la régulation, mais à un moment donné, quand même, on doit se battre avec des atouts et la compétitivité doit rester quand même un driver important. Et donc là, on a un vrai sujet aujourd'hui. Et on est très sollicité, moi je vous le dis, on est très sollicité par des pays où on a déjà d'ailleurs des entreprises, où nos ETI ont déjà des entreprises où on a du mégawattheure à $50. Bon, alors... Ils vous disent quoi? Venez produire chez nous? Mais on y est déjà chez eux. Mais donc ce qui va se faire, c'est qu'au fil de l'eau, si on reste dans des montants d'énergie importants, certaines, je ne dis pas tout parce qu'il ne faut pas généraliser, certaines entreprises qui ont déjà un pied dans ces pays le feront. C'est la survie, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut ne pas faire des économies et traquer toutes les économies qu'on peut faire et réfléchir à tous ces nouveaux process que l'on va mener. Ça, c'est mon côté positif qui va reprendre le dessus, parce qu'effectivement, notre industrie se transforme. Nous avons tous pris au niveau industriel des responsabilités pour faire de nouveaux produits à moyen et long terme. Je pense à l'aéronautique, parce que dans l'Occitanie, l'aéronautique, c'est quand même quelque chose d'important dans la métallurgie. Donc, effectivement, nous allons aller sur des machines qui consomment moins, mais attention, des prix de l'énergie qui n'arrivent pas à être au moins uniformes ou stabilisés, parce qu'elle soit plus chère à terme, encore un chef d'entreprise, quand tu lui dis c'est ce prix-là et tu es tranquille pour un moment, il sait prendre ses dispositions. La visibilité qui le compte. pire pour lui, c'est d'avoir ses yo-yo, ses montagnes russes. Parce que alors là, il n'y a rien de pire pour ne pas lancer un investissement ou le lancer là où il ne faut pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut essayer collectivement. Et c'est là où d'ailleurs le travail collectif est important. C'est qu'on doit avoir des branches professionnelles, on doit avoir un MEDEF fort qui discute avec le gouvernement et qui remonte au niveau de l'Europe des messages. Et il faut qu'il y ait des branches et puis qu'il y ait des industriels, des distributeurs d'énergie qui travaillent ensemble sur le terrain pour apporter les meilleures solutions possibles dans un contexte changeant, des fois pas trop contrôlé. Et je pense que c'est de ça dont on va parler dans l'après-midi, enfin, dans la demi-heure qui suit. Alors Grégory, de votre côté, c'est intéressant parce que vous avez deux casquettes finalement. Vous êtes, revendeur et vous dépendez d'un constructeur automobile, qui est un secteur qui a fait sa mue, à marche forcée ou pas, une contrainte réglementaire à terme européenne 2035, plus de moteurs thermiques. Alors là, vous allez nous parler, voilà, en direct de vous qui vivez cette révolution en temps réel. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a des infrastructures? Est-ce que la bascule est faite dans la tête des gens pour une massification de l'électrique? Est-ce que c'est une solution, c'est une panacée? Ça fait beaucoup de questions pour vous, Grégory. Allez. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie de m'inviter. Alors, évidemment, nous, on est distributeur automobile, donc petit concessionnaire dépendant d'un constructeur. Donc on est distributeur de produits finis, donc le constructeur décide des opportunités qu'il nous offre et essaie de s'adapter à différents marchés. Mais comme il est mondial et que tout le monde n'a pas la même responsabilité environnementale et la même politique de décarbonation, il est obligé de produire différentes alternatives. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on continue à produire des produits thermiques, donc essence diesel, des produits hybrides et des produits full électriques. Donc finalement, moi, ça tombe bien, parce que je m'entends bien avec tout le monde ici, puisqu'ils nous demandent de l'hydrogène bientôt, ils nous demandent de l'électrique, ils nous demandent des structures et du photovoltaïque pour avoir, nous aussi, à notre propre niveau, une politique environnementale de nos propres entreprises en tant qu'investisseurs privés. Et finalement, en fait, on arrive à dégager de ça une certaine réflexion sur le fait de rassurer les clients par le conseil, au final. Parce qu'il faut informer les utilisateurs, en tout cas, moi, c'est ma cible directe, et les conseiller pour mieux appréhender justement ces contraintes environnementales et qui ont un coût. Parce qu'en fait, tout est freiné par le coût. Puisque nous, on a investi récemment dans la mise à disposition de bornes électriques pour pouvoir charger les voitures et faire en sorte que nos clients repartent avec des voitures chargées. C'était 150 000 euros d'investissement, par exemple, qui n'était pas forcément prévu il y a 3 ans, 4 ans, etc. Sur l'hydrogène, le constructeur est prêt depuis des années, et tous les constructeurs, parce que je représente Bendolo et Mini, mais tous les constructeurs sont prêts pendant des années parce qu'ils ont énormément investi en recherche et développement pour justement participer à cet effort de décarbonation. Et donc, l'hydrogène, le gros problème qu'il y a, c'est les infrastructures. On n'a pas aujourd'hui d'infrastructure qui nous permet de rouler et d'utiliser des produits hydrogène. Alors, il y a
des infrastructures qui seraient prévues, etc. Mais en attendant, il faut pouvoir les mettre à la route, les produire et faire en sorte que les gens les utilisent. Donc c'est le principal problème auquel on se confronte aujourd'hui. Et face à ces derniers temps, l'augmentation de l'énergie de manière globale, beaucoup de gens se posent des questions et viennent nous voir directement et se disent mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète aujourd'hui ? Parce qu'ils sont perdus en fait. Et ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas de visibilité et en fait ils sont sanctionnés par des taxes. Aujourd'hui, vous achetez une voiture, vous avez une taxe au poids, vous avez un malus dépendant des émissions de CO2. Vous avez, si vous êtes une société, la TVS, taxe sur les véhicules de société, et qui dépend forcément des émissions de CO2. Et alors, pour aller un petit peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la même taxe que vous fassiez 1 km ou 100 000. Donc déjà, c'est pas normal. Parce qu'en fait, vous pouvez acheter une voiture et laisser au garage, qui a très peu d'intérêt, mais vous allez payer la même taxe que la personne qui roule. Donc après, se pose la question de savoir quelle est l'utilisation de la voiture. On ne peut pas taxer des gens aujourd'hui pour aller travailler. Et c'est 80% de l'utilisation de la voiture aujourd'hui. Alors on a essayé différentes solutions de covoiturage, de voitures personnelles, de transport, de parler maintenant de mobilité de manière générale plutôt que de mobilité individuelle liée souvent à l'automobile, pour essayer en fait de partager les coûts et de partager cette responsabilité environnementale. Mais bon, alors moi je peux parler des heures, donc il faut m'arrêter. Mais du coup, je vous arrêterai, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il y a vraiment une responsabilisation et un devoir de connaissance et de transfert de connaissances pour que les personnes sachent exactement ce que ça va leur coûter d'utiliser un véhicule ou une mobilité demain et à quoi ils seront autorisés de rouler par rapport à des besoins qu'ils ont. Voilà, donc en fait c'est un phénomène sociétal, plus ou moins, d'une responsabilité environnementale. Oui, vous êtes capable de vous arrêter. Et je vous relancerai tout à l'heure. C'est pour respirer. Non, non. Alors Bertrand, on va être dans le concret. Dans quel domaine l'hydrogène c'est pertinent et ça nous permettrait de passer à un cap? On l'a vu que ce n'était pas mûr pour les véhicules personnels. Problème d'infrastructure, j'imagine, de stations de recharge, etc. Vous avez souligné que pour le transport, et notamment le transport lourd, ça peut être intéressant. Dites-nous où, rapidement, ça pourrait devenir opérationnel dans ce mix et dans cette pluralité de décisions qu'on doit prendre en même temps. Alors c'est assez contextualisé en fonction des territoires aussi, puisque je vous ai parlé d'industrie. Donc en gros, les gros consommateurs d'hydrogène dans les process industriels ou dans les engrais, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas en Occitanie, ils sont très très peu en Nouvelle-Aquitaine. C'est Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Grand Est, c'est Hauts-de-France, Normandie. Par contre, dans ce territoire ici, alors si je recentre un peu les choses, on a véritablement des sujets qui sont des sujets de transport. Et des sujets de transport qui sont abordés de multiples manières. D'abord, d'un point de vue industriel, des acteurs industriels, on est un pays d'aéronautique ici. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde de l'aéronautique s'intéresse à l'hydrogène. Airbus, ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent dessus. C'était à Hambourg et d'autres équipes, mais le sujet a été nettement réactivé. Et beaucoup d'acteurs sont en train de travailler sur ces questions-là. On a le sujet du train, avec aussi un acteur en Occitanie, qui est Alstom, puisque le train à hydrogène qui roule en Allemagne aujourd'hui en service commercial, son système de traction hydrogène, il est développé à Tarbes. C'est dans le territoire, ça aussi. Après, quand on regarde toujours du côté de ces transports lourds, on voit qu'il y a des sujets de décarbonation intéressants à adresser sur les transports publics, les bus et les autocars. En matière de bus, là, il faut chaque fois regarder la situation de façon extrêmement précise parce que vous avez des types de parcours, comme ce qu'on appelle le graphiquage, où le bus à batterie fait très très bien le travail. Aucun doute. Par contre, vous avez des parcours sur lesquels la solution, c'est la solution hydrogène. D'accord ? Et c'est ce qui a été vu par exemple à Pau, c'est un projet que je connais bien, je m'en suis occupé, avec le projet Phébus, et c'est une première mondiale, des bus à hydrogène de 18 mètres articulés, c'était une première mondiale, et c'est à Pau, et ça tourne, et c'est un service qui marche très 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 bien. Après, on voit les autocars arriver. On a une entreprise en Occitanie qui s'appelle Safra, qui est à Albi, qui s'est positionné là-dessus. Vincent Lemaire, son PDG, a fait un travail extraordinaire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un relais de croissance formidable parce que aujourd'hui, lui, son problème, c'est d'attirer suffisamment de gens. Il ouvre des postes partout. Il a besoin d'embaucher. Il a des soucis d'attractivité sur un territoire qui est un peu éloigné de la métropole toulousaine. Et pourtant, l'objet de l'entreprise, on est quand même dans une raison d'être qui est très valorisante, qui est peut-être à même d'attirer les jeunes diplômés. Oui, alors fort heureusement, il y a ça, et c'est vrai que ça attire beaucoup des jeunes diplômés. Je peux vous dire, moi, en tant qu'entreprise de conseil, je vois des CV arriver de partout, c'est vrai. C'est un sujet qui attire.
Mais c'est quand même pas si évident que ça. Aujourd'hui, on a un déficit. Il y a des études nationales qui ont été faites sur les besoins en matière d'hydrogène. En termes d'emploi, on parle de 100 000 personnes. Et pourquoi ça bascule pas? Où est-ce qu'on va les trouver? Je comprends pas. Il va falloir les former. Oui, il y a un déficit de formation. Oui, parce que les structures n'existent pas, les parcours de formation n'existent pas, il va falloir tout réinventer. Ça n'existait pas parce que c'était trop cher. Et maintenant, c'est intéressant Ça à cause de n'existait la pas clim. parce que c'était un non-sujet. Ouais. Maintenant, c'est un sujet, d'accord? Donc, l'autre sujet qui vient très très rapidement, c'est le transport routier lourd. Voilà, où là, par contre, c'est de toute évidence la solution hydrogène. Hein. Ça fait 4 ans que je discute avec des chefs d'entreprise, des transporteurs dans la France entière. Eux, de toute façon, ils pensent que la seule solution, si on veut une solution zéro carbone pour le transport lourd, c'est l'hydrogène. Mais ils disent, où sont les infrastructures, vous l'avez dit, où sont les véhicules, où est l'offre? Et on a un problème d'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les constructeurs n'ont pas suffisamment anticipé ça. Et ils vont mettre, il y a une inertie Est-ce que c'est de leur industrielle faute qui s'il est n'y très avait pas de forte. marché? Pardon? Est-ce que c'est de leur faute s'il n'y avait pas de marché? C'est la poule et l'œuf, on dira toujours la même chose. Mais bon, toujours est-il que maintenant tout le monde sait qu'il faut y aller, donc les choses s'enclenchent, on va y arriver. En France, ce qu'il a manqué aussi, c'est des constructeurs français qui s'engagent sur le sujet. Et ça aussi, c'est en train de changer. Et l'angle qu'ont pris nos 2 constructeurs nationaux, Stellantis et Renault, c'est celui du véhicule utilitaire. Le véhicule utilitaire, c'est 30% des immatriculations en France, un taux de renouvellement très élevé, et des contraintes opérationnelles qui font que, et c'est eux qui le disent, hein, à peu près 30% des flottes de véhicules utilitaires ne pourront pas être adressées par la solution batterie, il faut l'hydrogène. Et donc ils se sont mis en ordre de marche et ils ont créé une offre. Et elle est lancée en ce moment. Et leurs objectifs sont très importants, ils vont être dévoilés. Alors je vous donne un petit scoop. Hein. La PFA, la plateforme française de l'automobile, a fait une très grande étude avec IRT Systemix qui va être dévoilée le 7 décembre prochain à l'Assemblée générale de France Hydrogène. L'objectif des constructeurs français, c'est 50 000 véhicules utilitaires légers à hydrogène en 2026 et 341 000 en 2030. Donc les objectifs, ça y est, sont posés. Et de façon concomitante, les efforts sont en train de mis en place pour mettre toute la chaîne de valeur. La production, il nous faut de l'hydrogène bas carbone. Il faut demander à EDF de nous mettre de l'électricité dans des électrolyseurs et tous les autres acteurs. On reviendra sur l'aspect production parce qu'il y a un enjeu de souveraineté. Mais on va y revenir. Il nous faut des infrastructures. Mais ça, Donc, on pourra en reparler si vous voulez. Dans quelques instants, on va repartir sur l'immobilier. On a compris que du côté de la consommation énergétique des bâtiments, on est arrivé presque au bout du système. Alors, c'est quoi l'étape suivante? On élargit, on se focalise sur la phase antérieure de construction. C'est que le bâtiment et les travaux publics sont très émetteurs. C'est là-dessus qu'on travaille? Exactement. C'est le nouveau chantier qui a été engagé avec la mise en place de la nouvelle réglementation qui est plus thermique uniquement, mais qui est environnementale, la RE 2020 pour ceux qui maîtrisent un peu le jargon du secteur. Et là, on va regarder effectivement la composante carbone de tous les matériaux qui sont mis en œuvre pour réaliser nos bâtiments. Donc quand on dit composante carbone, c'est l'énergie qui va être utilisée, l'énergie fossile hein, essentiellement, qui va être utilisée pour réaliser des briques de terre cuite, des parpaings, de l'aluminium, mais également toute l'énergie qui va être utilisée pour le transport de ces matériaux et l'énergie utilisée pour la mise en œuvre de ces matériaux. Donc on regarde toutes ces dimensions, ça répond aussi à un sujet de souveraineté, hein, parce que quand on regarde la dimension transport, ça nous conduit à aller chercher des matériaux qui sont à plus grande proximité. Et l'objectif, c'est de réduire toujours un peu plus l'empreinte carbone des bâtiments. Sauf que là-dessus, vous n'êtes pas seul. Vous travaillez avec les entreprises du bâtiment, les entreprises... On travaille effectivement avec les entreprises du bâtiment. Donc il faut se concerter, là encore, avoir un effort collectif. C'est un effort collectif, c'est beaucoup de recherche et d'innovation. On n'est pas toujours prêt par rapport à la réglementation. Ça nous oblige à innover, mais on sait aussi dans le bâtiment porter ces solutions innovantes, puisque finalement, chaque bâtiment, enfin contrairement à l'industrie, chaque bâtiment est un prototype. Donc on fait rarement 2 fois le même bâtiment, ça arrive, hein, mais oui, vous ne revenez pas en arrière sur les technos, enfin, il y a une progression. On progresse et puis on sait aussi, pour un bâtiment, porter des innovations qui ne sont pas encore réglementées et les mettre en œuvre et faire évoluer la réglementation avec nous, en fait. Très bien.
Alors, l'énergéticien de service, ça retombe sur vous, évidemment, Olivier. Vous avez une responsabilité déjà. Il faudra donner l'électricité pour pouvoir produire de l'hydrogène. Mais plus largement, on a souvent des slogans, on l'a entendu, je l'ai dit d'ailleurs dans l'introduction, on consomme moins, on consomme mieux. Il faudrait qu'on soit plus vertueux. Vous avez des conseils à nous donner. On verra si c'est facilement applicable. Oui. Une mise en place rapide. Alors, et qui porterait ses fruits. rapidement. Ouais. D'accord. Et pas cher. Pas cher. Ok. C'est bon. Vous avez une petite responsabilité là. Tout petit. Je vais juste revenir 2 secondes sur ce qu'a dit Bertrand Chauvet et sur ce que vient de dire Élodie en 2 secondes. Sur la production hydrogène, tout à l'heure, vous avez parlé de REPowerEU à la maille européenne, 20 millions de tonnes. Dans le programme européen, c'est 10 millions de tonnes produits. Donc forcément, c'est de l'hydrogène décarboné. Si on fait ça par vaporéformage avec du pétrole, ça ne sert à rien. Donc c'est 10 millions de tonnes produits sur le sol européen et 10 millions de tonnes produits en dehors d'Europe. L'Union européenne vient de signer un contrat avec la Tanzanie la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et avec le Chili. Donc on est aussi sur des modèles qui interrogent d'un point de vue souveraineté. Ça questionne. C'est la façon de dire que c'est aberrant d'aller produire ça en Tanzanie. Je ne sais pas si c'est aberrant, mais on est sur on est sur un dispositif européen qui est très tourné sur de l'hydrogène pour produire de l'électricité, et c'est beaucoup un modèle germanique. Là, ce dont on parle, et auquel je souscris, UDES souscrit plein pot, on a une filiale qui travaille sur ces sujets, c'est l'hydrogène pour des applications industrielles et pour le transport. Ce n'est pas du tout la même logique. Le discours européen est sur de l'hydrogène pour produire de l'électricité, et c'est très très germanique comme approche. Nous, on est sur un discours de l'hydrogène pour le transport. Il faut toujours lire entre les lignes avec vous. Ça veut dire quoi? C'est très germanique. Ça veut dire que c'est la problématique allemande, c'est que comme ils ne veulent pas de nucléaire, pour avoir des moyens de production d'électricité pilotables, il leur faut de l'hydrogène ou du gaz. Ils viennent de signer avec le Qatar pour 15 ans. Dans 15 ans, il va leur falloir autre chose que du gaz s'ils veulent vraiment décarboner quelque chose. Sauf que là, c'est moins intéressant comparativement au transport lourd. C'est pas une problématique française. En tout cas, nous, l'énergie est décarbonée. 97% de l'électricité française, elle est décarbonée. Donc on n'a pas cette problématique en France d'avoir de l'hydrogène pour produire de l'électricité. Par contre, c'est une réalité en Europe de l'Est et en Allemagne. Et sur le bâtiment, pour parler de la résilience du bâtiment et ce qu'on peut faire, on parlait tout à l'heure de la mobilité. Les véhicules électriques demain sont les véhicules, aujourd'hui déjà, ça fonctionne comme ça, les véhicules qui sont capables d'emmagasiner de l'énergie et de la restituer au bâtiment, notamment aux heures de pointe. Et donc cette technologie qui s'appelle V2G pour les initiés, elle peut aussi permettre demain, si elle est déployée à grande masse, et on a signé un accord avec la région pour développer ce sujet-là, de disposer de batteries sur roues dans tous les parkings de Toulouse, sur l'aéroport. Et cette énergie, à la pointe, à 19h, 19h30, 20h, imaginons cet hiver, cette énergie peut être restituée au bâtiment, donc éclairer le bâtiment, chauffer le bâtiment, et puis pendant la nuit, on recharge les véhicules, et le lendemain matin, tout le monde peut repartir avec. Donc ça, c'est aussi Olivier les Roland, applications... est-ce qu'on a un ordre d'idée du nombre de véhicules électriques qu'il faudrait pour que ça fonctionne? Le projet qu'on a avec la région Occitanie, c'est une batterie d'environ 1 MW, c'est-à-dire arriver à avoir entre 150 et 200 bornes posées. Ce n'est pas des volumes absolument gigantesques. L'électricité, c'est un vélo en montée. Vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Et donc le petit coup de pédale là qu'on met pour passer la bosse, ce n'est pas celui qui nous fait faire le plus de mètres. Mais par contre, il est extrêmement important. Et ça, c'est quelques mégawatts qui permettent de passer les pointes et qui évitent de construire des infrastructures. Pour répondre à votre question, je vais aller vite, sur les entreprises. Pour nous, il y a quatre points plus un qui sont absolument essentiels. Le premier point que l'on conseille à toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est la data, la donnée, c'est-à-dire savoir ce que vous consommez. 99,9% des entreprises viennent nous voir en disant « je consomme trop, je consomme tant, ok, et alors ?» C'est comme si vous allez voir le médecin en disant « j'ai 38 de fièvre, qu'est-ce que vous me prescrivez ?» Je ne sais pas, il faut peut-être faire des prises de sang, un IRM, un scanner. Donc le data management, la mesure de la consommation, la compréhension précise de où et quand et comment et quoi et le benchmark on consomme est vraiment fondamental. C'est vraiment un point sur lequel je ne peux que vous engager. Il y a plein de solutions, évidemment les nôtres sont les meilleures, mais il y a plein de gens qui font des solutions pour arriver à mesurer cette consommation. Ça, c'est l'élément 1. Le deuxième, c'est faire évoluer les process. C'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire être en capacité d'avoir des process de production qui soient les moins énergivores possibles et les mieux énergivores possibles. Donc, moins, ça veut dire baisser la conso. Mieux, c'est dès qu'on peut passer à du décarboné. Pour les LEC, c'est facile en France, mais quand vous avez des process au gaz, des process vapeur, on peut se poser la question. Le troisième sujet, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est l'agilité. Si vous êtes capable d'arrêter une production cet hiver
si vous êtes capable de vous effacer, c'est la terminologie qu'on emploie, c'est-à-dire d'arrêter de consommer. On n'est pas les seuls, mais on a des programmes où on rémunère le mégawattheure à 1 000 €. Donc une entreprise qui dit « j'arrête de consommer de l'électricité cet hiver à tel moment quand on les appelle », ils payent le mégawattheure sur le marché 250 à 300 € environ au contrat, ils sont rémunérés 1 000 € pour arrêter de consommer. C'est les mécanismes d'effacement. Si vous avez un process, si vous avez un mode de fonctionnement, une résilience, on va dire, pour employer un terme un peu qu'on emploie tout le temps, dans les entreprises, pour pouvoir avoir cette agilité-là, vous pouvez saisir les opportunités. Cet hiver, c'est une opportunité, et ce sera aussi une opportunité l'hiver prochain. Puis le dernier point, c'est la sobriété. Ça, c'est les comportements. On ne fait pas couler l'eau quand on se brosse les dents. Dans l'entreprise, on a ce même type d'attitude. Donc la data, le process, l'agilité et le comportement, c'est vraiment les 4 phases clés qu'il faut engager dans l'entreprise pour pouvoir trouver les solutions. Vous l'avez dit, l'énergie va être plus chère durablement. Là, on est quand même sur une bosse, mais on a une bosse qui met dans un plateau. On n'est pas sur une gaussienne, on ne va pas redescendre en bas. On va se mettre sur un plateau. On était à 40, on sera probablement au-dessus de 100. Ça veut dire que tous les engagements qu'on fait aujourd'hui dans la réduction, l'électricité c'est prix fois volume, hein. Donc la réduction des volumes, la maîtrise des volumes sont des rentabilités qu'on va retrouver dans les produits demain et après-demain de manière assez décuplée. Voyons si vous avez été convaincant, Olivier. Je me tourne vers Bruno. Est-ce que vos adhérents, les entreprises de la métallurgie, ce que vous connaissez, peuvent mettre en place facilement ces solutions, ou vous êtes un peu pris à la gorge par le court terme? La réponse est dans la question. Bon, les deux, le court terme, j'en ai parlé tout à l'heure, on va courber les chines, on va essayer de faire au mieux. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue de l'EDF. La première chose qu'on leur conseille au niveau de notre branche, c'est de faire des diagnostics. Effectivement, il en existe beaucoup. Certains sont subventionnés et largement subventionnés parce que pour résoudre un problème, il faut avoir les données pour savoir ce qui se passe. C'est la moindre des choses. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de regarder. Donc ça, on encourage vraiment à faire des diagnostics, éco-flux, éco-décarbonation. C'est lié d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est primordial. Après, effectivement, maintenant, il faut, vous l'avez dit, le prix de l'énergie, quoi qu'on fasse, sera plus cher en Europe. C'est dommage, parce qu'on ne va pas refaire le monde. Et tant qu'on aura des écarts avec d'autres pays, on aura une concurrence, donc il faut l'admettre. Donc il faut essayer de voir si on peut, non pas compenser, mais atténuer certains coûts par des nouvelles fonctionnalités, par de l'inventivité. Et je pense qu'effectivement, avec les nouveaux carburants, alors parce que tout d'abord, la première chose à faire, c'est dans nos industries, c'est moins consommer. C'est la première chose à faire, quel que soit le carburant, que ce soit l'hydrogène, de l'électricité, du carburant de synthèse, de l'électricité, il faut moins consommer. On l'a compris dans l'automobile qui se transforme. On est en train de le comprendre dans l'aéronautique et effectivement, les avions qui voleront à l'horizon 2035, je prends cet exemple-là, quel que soit le carburant, consommeront 25% de moins que ceux d'aujourd'hui. Après, les carburants feront qu'ils seront moins polluants, on va prendre cet exemple-là, en CO2 ou en NOx, etc. Donc ça, nos adhérents, de toute façon, ils l'ont compris, mais ils l'ont dans leur gène, parce qu'il ne faut pas penser, quand vous êtes patron d'une entreprise, votre idée, c'est de faire face, enfin, votre volonté, c'est de faire face, et votre travail tous les jours, à ces problèmes qui vous heurtent. Et donc, ils sont assez créatifs et ils n'ont pas envie de mourir. Donc, ils vont s'accrocher à ça. Ils vont prendre le meilleur. Donc, dans cette première phase, nous, en tant que branche professionnelle, notre rôle, c'est de les guider vers les guichets ou vers les institutions qui sont le plus à même de leur apporter des solutions. Ça peut être l'EDF dans certains cas, ça peut être France Hydrogène, ça n'est un autre, parce qu'effectivement, on est à zéro dans l'échelle de tout ce qu'on va pouvoir faire avec l'hydrogène. On est vraiment au début, parce que en plus, comme vous le disiez, les filières n'existant pas, on a encore du mal à démarrer. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui sur l'hydrogène et sur les carburants de synthèse, c'est encore du papier, c'est encore dans nos bureaux d'études, mais d'ici 4-5 ans, il faut que ce soit une réalité. Et là, notre devoir en tant que branche et en tant que MEDEF aussi, c'est d'aider à ce que les pouvoirs publics, et les Français et Européens, mettent en œuvre des filières. Parce que s'il n'y a pas de filière, on ne trouvera rien. Et ces filières, malheureusement, elles ne sont pas franco-françaises. Un avion qui décolle de Toulouse avec de l'hydrogène, s'il va à New York, il faut qu'il fasse le plein à New York en hydrogène.
Mais s'il va en Afrique centrale, quelle est la probabilité pour qu'il trouve de l'hydrogène avant un moment? Donc vous voyez, ça pose des problèmes et c'est pour ça que les solutions seront multiples. On va malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, avoir des applications carburant en fonction de segments de marché, si je parle des segments d'entreprise. Et donc il faudra s'habituer à ça. C'est ça la difficulté, c'est de devoir en parallèle travailler sur plusieurs solutions, mais on y est condamné et de toute façon on le fera. Très bien, alors on va se retourner à nouveau vers le secteur automobile, puisqu'il est pionnier d'une certaine façon et montré du doigt d'une autre. Est-ce que vous constatez à votre échelle des freins à l'adoption massive du véhicule électrique? Sur le plan de l'utilisation ou de l'utilisateur? Oui, l'utilisation, pas le fait d'acheter une BMW ou une Mini. Non. Oui, on peut sortir du cadre, même s'il faut le faire, mais du coup... non, les freins, c'est juste l'autonomie et la capacité de recharger en un temps limité. Parce qu'aujourd'hui, vous achetez une voiture, vous louez une voiture, ou vous disposez d'une voiture pour rouler. Sauf que si vous ne pouvez pas, comme un peu une privation de liberté que vous aviez quand vous avez un véhicule thermique, vous faites le plein en 3 minutes, vous repartez sur de l'électrique, ça peut présenter une contrainte plus importante. Donc aujourd'hui, les freins principaux sont l'autonomie, comme je le disais. On arrive à produire des véhicules aujourd'hui qui vont jusqu'à, je parle tout constructeur confondu, 500, 600 km, mais dépendant de l'utilisation que l'on a, il faut tabler 300, 400, quoi. Voilà, en gros. Pour des voitures relativement importante en termes de volume, parce que plus vous mettez de batterie, plus elle est lourde, et plus vous consommez de l'énergie. Donc à un moment donné, on utilise des voitures que pour des déplacements en centre-ville, mais qui ont une utilisation limitée et un coût important. Donc aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup d'acheter une petite voiture une grosse voiture pour se déplacer en ville. Donc en fait, il y a une alternative qu'il faut, et c'est fonction vraiment de l'utilisation et des moyens que l'on a à accorder à la mobilité. Après, ce que je voudrais dire, c'est qu'on fonctionne par contrainte aujourd'hui, ce qui est dommage, parce qu'en fait, il y a une loi qui est sortie sur une limitation de 95 grammes d'émissions de CO2 pour les constructeurs. Au-delà de cette moyenne qui était fonction des immatriculations, ils devaient payer des pénalités financières très, 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 très importantes. Pour éviter de les payer, ils ont dit la seule solution, c'est de baisser considérablement nos émissions de CO2, et ça ne pouvait passer que par un déploiement de véhicules électriques, une immatriculation de véhicules électriques. Donc tous les constructeurs se sont mis à organiser les usines pour produire des véhicules, entre guillemets, responsables environnementaux, et baisser cette moyenne d'émissions de CO2. Mais en fait, c'est contraint. Donc aujourd'hui, on a réorganisé les chaînes de production, et puis on se rend compte qu'en parallèle, on a travaillé sur l'hydrogène, mais on n'a aucune visibilité sur l'hydrogène et sur le coût d'utilisation d'un véhicule à hydrogène, même si on est prêt. Donc aujourd'hui, inonder le marché de véhicules hydrogène est impossible. Donc il faut prendre des mesures plutôt que par la contrainte pour déployer intelligemment des infrastructures à hydrogène. Grégory Corbière, s'il n'y a pas de contrainte, souvent il ne se passe rien. On a parlé de la réglementation pour le bâtiment. Il faut des contraintes intelligentes, parce qu'en fait, la contrainte, elle est que pour ne pas payer de pénalités financières par les constructeurs. Donc en fait, on est en train de limiter l'utilisation et de priver certains et de taxer les autres qui voudraient consommer, même de priver des entreprises. Moi, je suis très choqué du comportement des entreprises. Choqué, j'entends. Des décisions des entreprises aujourd'hui qui disent on arrête le diesel. On change la car policy, on met des hybrides et des essences. Et ils se rendent compte que leurs utilisateurs ne rechargent même plus les voitures et qu'ils roulent en essence constamment parce qu'ils n'ont pas la capacité de recharger les voitures parce qu'ils habitent en centre-ville, dans des appartements, etc. Et pourtant, on leur a donné un véhicule de fonction hybride. Donc, à un moment donné, il faut du sens à ce qu'on fait. C'est ça qui est important. Oui, il y a des effets pervers dans le système. Oui, et c'est pas pour éviter une taxe qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, en fait, alors je dis ça de manière directe et comme ça, mais je ne suis pas du tout excité, je ne suis pas énervé, mais il faut réfléchir à ce qu'on fait et le sens qu'on veut donner à une utilisation de la mobilité de demain, en fait. On peut fonctionner en pool, on peut fonctionner en covoiturage, on peut fonctionner de différentes manières. Aujourd'hui, il faut s'adapter, en fait. On est dans un monde changeant, on a des technologies nouvelles. Il y a une visibilité qui est relativement incertaine, mais il faut travailler main dans la main avec l'État, avec des dispositifs qui nous entraînent à développer et à optimiser. Aujourd'hui, on fonctionne à coup par coup. L'automobile, ce soit le plus visible, et donc c'est le secteur auquel on demande. Il y a aussi l'avion, localement, mais
de faire des efforts, d'innover. Oui, l'avion, on a rencontré des personnes qui travaillent dans l'aéronautique et qui travaillaient sur le projet de l'avion électrique. C'est compliqué quand même un avion électrique. Alors maintenant, ils travaillent sur l'hydrogène. L'automobile, d'ailleurs, à ce titre-là, c'est des personnes de l'aéronautique qui m'ont dit que l'automobile était relativement en avance et que l'aéronautique, souvent, se calait sur des innovations liées à l'automobile. Et donc ça, c'est important parce qu'en fait, on essuie un peu les plâtres, en fait. Et alors, pas que pour l'aéronautique, ce serait prétentieux de dire ça, mais encore une fois, moi, je suis que distributeur. Vous êtes des pionniers, on peut dire. Non, alors, il faut juste se dire aujourd'hui où on veut aller vers la mobilité, comment on veut satisfaire des personnes qui ont besoin d'une mobilité et d'une liberté d'action et de mouvement, en étant le plus responsable environnementalement, et en ayant un coût d'accès à cette mobilité raisonnable et modéré. C'est ça, en fait. Donc aujourd'hui, on travaille dans l'automobile, c'est visé parce que si vous allez à Paris, moi j'étais la semaine dernière, vous ne pouvez pas vous garer, vous ne pouvez pas recharger comme vous souhaitez. En fait, vous avez beaucoup de contraintes. En fait, on a de la chance à Toulouse, même s'il y a des embouteillages, etc. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même manière de se déplacer. On est dans une phase de transition. Mais on est dans une phase de transition, y compris pour nos modèles de distribution, pour l'utilisation, etc. Moi, je dis toujours, depuis très longtemps, que mon principal concurrent, c'est pour Audi, Mercedes, etc., c'est Uber. Parce qu'en fait, la mobilité s'envisage différemment aujourd'hui. On n'utilise plus une voiture comme on l'utilisait auparavant. On n'est plus détenteur de sa voiture. Aujourd'hui, on a besoin de se déplacer. Donc, quel est le moyen optimal, propre à chacun, de se déplacer? C'est juste la question à laquelle il faut que nous, on tente de répondre en proposant nos offres parce qu'on est distributeur de produits finis. Alors, on retourne du côté de l'hydrogène. On a parlé du plan européen tout à l'heure. Vous avez souligné le fait qu'il y avait certainement un petit problème de souveraineté si on doit produire en Tanzanie. On a des capacités en Occitanie d'être producteur et de garder peut-être tout ça en France, parce qu'il y a cet enjeu-là, finalement. Alors, il y a des projets très concrets, notamment à Port-la-Nouvelle, avec CARE, le projet IDOC, qui est un projet que je connais très très bien, où effectivement, on a là des premières briques, des premières initiatives d'investissement pour faire de la production en Occitanie. Mais pour élargir le débat de façon plus globale et revenir à la fois sur le sujet industrie et le sujet français, quand on parle de souveraineté, il faut se rappeler quand même qu'il y a très longtemps, on avait des industries qui s'étaient accolées à des sources d'énergie renouvelable, en particulier des barrages, une industrie dans l'aluminium, dans la sidérurgie, etc. À une époque où l'électricité, il n'y avait pas une très très forte demande sur le marché, on pouvait abondamment alimenter ces industries-là. Et puis un jour, l'électricité est devenue de plus en plus prégnante, le prix a monté, et ces industries, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont quitté nos vallées. Elles sont parties. Elles sont allées au Canada, elles sont allées en Norvège, etc., etc. Ça, ce problème, il est en train de revenir, d'accord? Quand vous avez ArcelorMittal à Dunkerque, d'accord, qui fait de l'acier, de l'aluminium, etc., bien, ils se disent, moi je vais essayer de réduire mes émissions de carbone en changeant carrément le process des black furnace, en faisant ce qu'on appelle de la réduction directe grâce à l'hydrogène. Donc, changement radical de procédé industriel. La molécule hydrogène me permet de faire la réduction directe de l'acier. Bien. Dit, ok, très bien, mais moi, il me faut de l'hydrogène pour ça. Et puis, les quantités qu'il me faut sont quand même très, très importantes. Et en même temps, du coup, ils ont un double problème, c'est le coût d'énergie, parce que ce procédé-là, c'est à la fois repasser du coup sur des fours alimentés avec de l'électricité et la réduction directe avec l'hydrogène. Et je dois produire mon hydrogène localement, avec mon gros électrolyseur sur mon site. Donc là, c'est déjà un gros sujet. Si on prend le sujet des fertilisants dont j'ai parlé, 40% des fertilisants importés en Europe proviennent de Russie. Il faut se débarrasser de ça. Alors les Borealis et compagnies qui sont en train d'essayer de produire, aujourd'hui, ils mettent leur site à l'arrêt à cause du coût de l'énergie. On est en train de perdre ça aussi si on ne fait pas gaffe. Donc non seulement ils ont... Ça veut dire quoi? Il faut une politique d'aide plus volontariste? Il va falloir mettre le paquet. Et bon, on a un plan national... C'est souvent les mêmes conclusions. On manque d'argent, vive l'État, donnez-nous de l'argent. L'État va mettre quand même 9,1 milliards sur un plan hydrogène national, donc on est quand même embarqué là-dessus. Il y a de gros investisseurs et de gros fonds d'investissement qui arrivent. Si on revient sur les autres sujets, donc du coup on se rend compte qu'en France on a quand même une problématique massive qui n'est pas que les transports, et la carbonation des process, c'est aussi des nouveaux usages, comme la réduction directe de l'acier. Donc il va quand même nous en falloir l'hydrogène. Et il faut surtout se rendre compte que l'Europe veut construire un marché de l'hydrogène, un marché interconnecté.
Donc si vous avez une molécule... On voit que ça marche très bien déjà pour l'électricité classique, où tout le monde s'entend et que les prix sont bien... Voilà, c'est ironique. Hein. Mais on va retrouver sur la Donc ça devrait bien se passer pour l'hydrogène. Sur la problématique de la compétitivité. Parce que si on n'est pas capable de produire un hydrogène en France qui soit suffisamment performant d'un point de vue coût, et qu'on a un hydrogène qui est moins cher à côté parce que c'est importé massivement de Tunisie ou de Maroc, on va faire comment? Bon, c'est la problématique soulignée Bruno. Donc on est quand même obligé de se poser la question de savoir quel est le rôle de la France et comment la France va se positionner là-dedans. Bien. Pour finir rapidement, sur le sujet, on va faire réagir Olivier. Vous avez dit un truc très très important, Grégory. En fait, pour la mobilité, on a besoin de deux choses. Immobiliser le plus petit foncier possible, le moins de temps possible. Ce qui veut dire des transferts d'énergie très importants dans un endroit tout petit. On n'a pas trouvé de meilleur modèle que la station essence pour faire ça. Le modèle électrique, lui, il n'est pas du tout conçu comme ça. Et tout le monde oublie qu'un réseau électrique, c'est dimensionné en puissance et pas en énergie. Et que cette puissance, elle n'est pas disponible en quantité suffisante partout. Et que le foncier, je ne vous en parle même pas. D'accord ? Donc, on ne pourra pas se passer d'avoir, en plus de la batterie, des solutions hydrogène qui, elles, sont exactement conçues sur le modèle de la station-service. Je vous recharge en 5 minutes, vous faites 1000 bornes avant. Avec, il me semble que chez BMW, le projet, c'est 1600 km sur le véhicule hydrogène que vous avez annoncé, qui est en test. Donc là, vous voyez où on place la barre. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on va arriver à des solutions mixtes où on essaiera de trouver la meilleure solution pour le meilleur usage. Olivier, vous souhaitez réagir ? Juste sur la question de la production d'hydrogène, notamment dans des logiques locales. Les modèles qui émergent aujourd'hui sont ceux qu'on appelle des corporate PPA, c'est-à-dire des solutions d'achat de gré à gré d'énergie produites par des sources d'énergie renouvelables, notamment du photovoltaïque. On en développe un en ce moment au Bec d'Ambès du côté de Bordeaux. On va avoir une 40aine d'hectares, dont une partie va être dédiée à une entreprise qui va consommer l'électricité pour ses process, mais une partie aussi pour être consommée par un électrolyseur pour produire de l'hydrogène, pour permettre de faire des engrais, puisque les engrais sont vraiment peuvent être un des acteurs majeurs de l'utilisation de l'hydrogène demain. Donc la relocalisation dont vous parlez, elle passe beaucoup par l'utilisation de ces sources d'énergie renouvelable qui présentent un avantage, c'est que l'hydrogène présente un avantage par rapport à elle, c'est que l'hydrogène, c'est de l'électricité stockée. Quand vous avez, comme cet après-midi, alors pas ici, là d'où je viens, il faisait soleil, on n'allumait pas le chauffage parce que ça allait. Qu'est-ce qu'on fait de cette électricité-là ? L'intérêt, c'est de pouvoir la stocker. On ne sait pas la stocker dans des batteries. À des coûts raisonnables, on ne sait pas le faire. Par contre, si on sait produire de l'hydrogène et stocker un gaz qu'on sait réutiliser demain comme carburant, là, ça devient intéressant. Ce qu'on appelle l'énergie fatale. Donc cette logique-là, qui est très développée en Europe du Nord, au moins dans les concepts, pour l'instant, économiquement parlant, elle ne tient pas la route. Mais comme les batteries il y a quelques années, les coûts, la loi de Moore va peut-être s'appliquer. On va peut-être arriver à descendre ces prix-là. La problématique reste de toute façon pour l'hydrogène avec tous les usages qu'on entend, et notamment la voiture, va être la capacité à produire une hydrogène décarbonée. Parce que si on doit produire les volumes, je vous ai dit, l'Europe, rien que pour la production d'électricité, c'est 20 millions de tonnes. On n'est pas capable de faire plus que 10 en Europe, et les 10 millions de tonnes hautes, il faut aller les chercher partout dans le monde. Oui. Si on rajoute des usages tels que la voiture, Tanzanie, on ne sait pas faire. Ça marche. Une des solutions, on terminera avec vous, Élodie, c'est peut-être finalement de prendre moins la voiture et de concevoir des bâtiments intégrés dans un espace de vie où on a tout à disposition. On parle souvent de cette théorie de la ville du quart d'heure. Donc voilà, les kilomètres qu'on ne fait pas, c'est autant de consommation en moins. Oui, en fait... Le nouveau sujet qui émerge aujourd'hui, c'est les usages. Et les usages qui vont être induits par le fait d'habiter à un endroit, de travailler à un endroit, de consommer à un endroit. Et donc, nous, on a des leviers d'action qui consistent à proposer des offres de mobilité décarbonée dans nos bâtiments. Ça va être des véhicules d'autopartage, mais ça va être aussi une flotte de véhicules qui peut être mise à la disposition des usagers du bâtiment, que ce soit des habitants ou des usagers salariés d'une entreprise. On peut aussi travailler sur des programmes mixtes, c'est-à-dire qu'on ne va plus faire des bâtiments qui ne comportent que du logement ou que du bureau. On va faire des bâtiments avec un socle dans lequel on va venir mettre une salle de sport, un pressing, une boulangerie. Donc, qui vont faire que le quotidien des usagers sera facilité par la présence de ce service.
Et puis ensuite, si on regarde à une échelle plus large, alors là, ça ne nous concerne plus directement, c'est au pouvoir public d'agir en prévoyant dans leur programmation urbaine non plus des quartiers où on n'a que des logements et donc des quartiers dortoirs et d'autres quartiers où il n'y a que du bureau, mais des quartiers vraiment mixtes, effectivement, qui font qu'on est dans la ville du quart d'heure, qu'on travaille à moins d'un quart d'heure de chez soi. C'est déjà un peu le cas, c'est des choses qui se font? Pas suffisamment encore. Tout a été dit par votre hésitation. Très bien. C'est le futur. C'est le futur. Allez, vous avez 1 minute 11, Bruno, pour conclure. Je me disais, il faut conclure en beauté. Oui, oui. Alors, en beauté. Oui, positif Alors, ou un positif, peu... celui-là, positif. c'est pas en beauté. Positif. Mais de toute façon, je suis optimiste de nature. Oui. On voit que quand même on est dans un monde très, très complexe et très changeant. Nos entreprises, je reviens à elles parce que c'est ça l'important, elles sont heurtées par de l'inflation, elles sont heurtées par des manques de main-d'œuvre, elles sont heurtées par des problèmes d'approvisionnement, des changements de prix dans l'énergie et des nouveaux environnements et challenges énergétiques devant elles. Bon, tout ça, c'est à la fois, ça peut être anxiogène, mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour faire des services qui... Il faut savoir que les services que nous allons utiliser dans 10 ans, les avions que nous allons utiliser dans 10 ans, même les voitures que nous utiliserons dans 10 ans, elles existent tout juste dans nos bureaux d'études. Donc ça veut dire qu'on a devant nous un monde qui est changeant, et rien de plus enthousiasmant pour un chef d'entreprise d'être effectivement dans ce monde changeant. Alors il ne faut pas qu'il le soit trop sur certains aspects, mais en tant qu'opportunité de business, on a devant nous des choses incroyables. Et un des sujets, parce qu'on n'en a pas parlé, ce n'était pas le but ici, mais quoi de plus enthousiasmant pour des jeunes qui sortent des écoles de rejoindre l'industrie dans ce monde où il y a tout à faire, tout à réglementer, tout à repartager entre segments de marché. On le voit, il n'y a pas une solution, que ce soit dans l'automobile, il n'y a pas une solution dans les bâtiments, il n'y en a pas une non plus dans l'aéronautique. Alors ça entraîne la complexité pour ceux qui sont responsables de créer des filières, et ça demande aussi beaucoup de connaissance de nos politiques et on va dire de connaissance du sujet. On est cuit alors. Pour nous aider. Mais non, c'est pour ça que je suis optimiste. Et on va justement les formater. On est là pour ça. Et donc, je crois que rejoindre ces entrepreneurs, pas que la métallurgie, partout et de tous les services, je pense que pour notre jeunesse, vraiment, là, s'ils veulent vraiment changer le monde, ils vont le changer avec nous. Peut-être pas, moi je suis un peu trop vieux, mais ils vont avoir du boulot. Et ça, c'est enthousiasmant. Merci pour ce message d'espoir, Bruno. On vous applaudit chaleureusement, ainsi que tous nos invités. Merci à vous pour la qualité de vos interventions.